Merci Chantal. Je voudrais remercier aussi Michel Piron qui n'a pas pu rester Ouais. et souligner un excellent rapport qui a été fait par notre collègue sénatorial Éric Bocquet, qui va pas aussi loin dans les conclusions, mais qui a la même appréciation sur le projet de directive. Donc vous avez bien compris, c'est une directive d'application de la directive détachement de 96. C'est-à-dire qu'elle a tendance à préciser, à améliorer son application, mais elle ne bouscule pas l'essentiel de l'économie de la directive détachement. Aujourd'hui, rien qu'avec la directive détachement, on peut faire entre guillemets, de l'avantage social concurrentiel en toute légalité, de deux façons. Un détaché ne paie pas les charges sociales en France, donc il ne paie que le salaire minimum. Un détaché est payé au salaire minimum, donc il est au salaire minimum moins charges sociales, donc par rapport à un ouvrier français, il est déjà déchargé. Et puis il y a la deuxième façon, qui est les pays où il n'y a pas de salaire minimum, comme l'Allemagne, où là on peut employer des gens à 3 € de l'heure. C'est ce que font les Allemands dans leurs abattoirs. Et donc ça, c'est la concurrence externe. La première, c'est la concurrence intérieure, qui fait beaucoup de mal à nos secteurs, et la concurrence extérieure, c'est-à-dire intérieure à l'Union européenne, entre États de l'Union européenne. Un État membre qui n'a pas de salaire minimum n'est donc pas tenu de payer au salaire minimum. Donc lui, il a non seulement l'avantage de charges sociales, elles ne sont pas payées chez lui, mais il a l'avantage de fixer le salaire qu'il veut, c'est-à-dire de 3 €. Donc on est en pleine dérégulation. Si on a décidé d'aller beaucoup plus loin qu'un simple commentaire de la directive d'application, c'est que nous avons d'abord constaté l'inquiétude très grande de secteurs entiers. Il y a deux secteurs qui considèrent qu'ils peuvent disparaître. C'est le bâtiment, en particulier les petites et moyennes entreprises, et c'est le transport routier, qui sont des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, déployés sur tout le territoire, qui sont là, consensuellement, du salarié au patron, d'accord pour que l'on réagisse lourdement. Deuxièmement, on a changé d'époque. Ce qui était un détachement habituel il y a quelques années devient aujourd'hui politique d'optimisation sociale, sous deux effets. Le premier, ça a été l'élargissement à des pays à fort différentiel social par rapport à nous, donc qui ont tendance à venir chercher du salaire chez nous. Le deuxième effet, c'est l'effet de la crise actuelle, qui déverse chez nous des travailleurs venant de pays qui n'ont plus de travail chez eux. C'est très sensible dans ma région, par exemple en Aquitaine, où aujourd'hui des entreprises espagnoles, voire des détachés espagnols arrivent en nombre pour pouvoir trouver du travail. Alors, je reprends les mêmes précautions que Chantal. De tout temps, le travail a été mobile. De tout temps, il y a eu des immigrations de travail. Elles ont toujours amené beaucoup de choses en général. Ça a toujours été très positives. Les Italiens en France, les Polonais dans le Nord. Donc il ne s'agit pas de se claquemurer derrière je ne sais quel sentiment de repli national ou volonté de repli national. Il s'agit simplement d'éviter que le malheur des uns fasse le malheur des autres. Parce que c'est à peu près ça. On prend des gens mal payés pour en faire des esclaves, de façon à faire en sorte que les autres perdent leur emploi. Donc on est rentré dans une spirale qui n'est pas compatible avec les valeurs de l'Union, et c'est la raison pour laquelle nous avons donc fait des propositions qui vont un peu plus loin que simplement commenter cette directive d'application. Parce que nous avons le sentiment que directive d'application votée conformément à la position de la France ou non, le dispositif n'est pas contrôlable aujourd'hui. C'est très lourd ce type de contrôle. Un inspecteur du travail, il passe un temps fou. Il peut se retrouver face à des entreprises de prestataires de main-d'œuvre qui ont là-dedans des main-d'œuvre portugaises, polonaises, extra-européennes. C'est très difficile de contrôler. Les législations sont compliquées. Aujourd'hui, il y a 45 000 déclarations en France, qui constituent à peu près 145 000 travailleurs détachés identifiés. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ne déclarent. C'est distinct du travail au noir. On peut être détaché de façon légale sans avoir déclaré. Nos services de la direction du travail ne sont pas aujourd'hui en capacité, ou de la MSA, de contrôler l'ensemble du dispositif. Ils ne font que des opérations coup de poing et des piquages sur telle ou telle entreprise pour essayer de dissuader. On a trouvé des choses d'ailleurs tout à fait troublantes, des chantiers d'État avec des travailleurs détachés. Par exemple, une centrale nucléaire. Voilà. Parce que c'était Bouygues, et Bouygues allait chercher des détachés non déclarés. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déclaration préalable. Bref, on trouve sur la route des travailleurs polonais qui passent 3 semaines dans leur camion. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas, qu'ils prennent leur douche sur les aires d'autoroute, et qui, comme ils sont très peu payés, n'ont pas les moyens de se payer la nourriture en France, la font dans leur camion. Et ils dorment pendant 3 semaines, et ils ne quittent jamais le camion, mais ils sont théoriquement en temps de pause, ou ils sont réputés être chez eux pendant qu'ils dorment sur une aire d'autoroute. Donc voilà les conditions dans lesquelles on va. Alors beaucoup d'entre eux, notamment dans le domaine agricole, sont évidemment récupérés par les entreprises. Ils habitent dans des algécos, ils sont nourris, et il leur est demandé en rentrant chez eux de ristourner
une part du logement, enfin du logement et de la prise en charge de la nourriture, ce qui fait que ce sont des conditions qui deviennent maintenant monstrueusement proches d'un nouvel esclavage moderne. Voilà. Donc l'idée, ça a été de dire qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc on a fourni un avis, une résolution, je vais vous la lire, sur la directive, mais on a été un petit peu plus loin pour dire à la France, il faut demander à l'Europe de faire autre chose. Et si l'Europe ne fait pas autre chose, il faut se protéger unilatéralement, au nom de deux principes. Le premier, c'est que ça met en danger notre système de sécurité sociale, puisque, évidemment, employer ce type de travailleurs sans qu'ils cotisent chez nous donne à la fois un avantage économique à l'entreprise qui l'emploie, mais en plus ruine notre système de sécurité sociale, puisque ça remplace un travailleur qui est marge. Donc on ne peut pas accepter que un système de sécurité sociale national, qui est subsidiaire, soit mis en danger par une carence du droit européen à contrôler tout ça. Deuxième chose, c'est au nom de la concurrence, libre et non faussée, que j'appelle à la rescousse. Je considère que le principe de concurrence ne peut pas accepter aujourd'hui de tels gaps concurrentiels ou de tels, de tels effets coûts qui effectivement sont dévastateurs pour les industries locales et ne sont pas loyales, comme diraient les Anglais. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons proposé, d'une part, je vous le lirai si vous voulez, mais je ne sais pas s'il faut que je lise. D'abord, nous avons dit à la France qu'il fallait qu'elle tienne sur les deux articles. L'article 9, liste ouverte de contrôle. En réalité, c'est une régression par rapport à la directive qui existe. La directive qu'on nous propose d'application dit qu'il y a 3 types de contrôles à effectuer. Ils sont obligatoires. Voilà. Et la France dit, moi, si je veux en effectuer 4 ou 5 sur d'autres sujets, par exemple la santé, par exemple vérifier la nationalité, par exemple vérifier que le travailleur travaille bien là-bas et n'est pas simplement recruté pour venir travailler chez nous, qu'il y a effectivité. Et là, il y a un combat qui n'est pas réglé. Un certain nombre d'États membres, tous ceux de l'Est en particulier, veulent qu'il y ait le minimum de contrôle, tel que le dit la directive d'application, l'article 9. Nous voulons une liste ouverte avec beaucoup d'États qui sont dans des positions semblables aux nôtres. Si jamais cet article 9 était voté sans liste ouverte, il y aurait une régression pour la France, qui aujourd'hui fonctionne avec liste ouverte de contrôle. Et puis il y a l'article 12. L'article 12, ça vous a été dit, c'est la responsabilité conjointe et solidaire, c'est-à-dire que le donneur d'ordre a l'obligation de contrôler ses maîtres d'œuvre et les sous-traitants de ses maîtres d'œuvre. Il a une obligation relative, il doit faire diligence pour les contrôler. Si il prouve qu'il a fait diligence, même s'il y a infraction, il n'est pas poursuivi. Mais s'il n'a pas fait diligence pour les contrôler, s'il n'a pas fait diligence pour les contrôler, là, il est coupable, lui aussi, du trafic de main-d'œuvre ou de la non-déclaration. Donc, sur cette affaire, article 12, nous souhaitons que ce ne soit pas réservé qu'à la construction. On l'a dit, que ce soit ouvert. Donc, notre proposition de résolution demande une ouverture, sauf pour l'agriculture. Car nous avons rencontré des agriculteurs qui ont dit, écoutez, vous n'allez pas nous demander de nous renseigner sur les boîtes qui vont venir travailler chez nous, parce que là, on va devenir fou. On est seul, souvent, dans notre exploitation. On n'a pas de structure administrative. Voilà. Et donc, bon, voilà. Alors, simplement, ce que nous avons introduit comme mesure nouvelle, suggestion nouvelle, c'est qu'à la déclaration obligatoire de l'entreprise qui détache des travailleurs en France, il y ait une déclaration obligatoire aussi de l'entreprise qui reçoit des travailleurs détachés. Double déclaration pour resserrer les mailles du filet. Il ne s'agit pas de contrôler les travailleurs, si on est agriculteur, il s'agit de dire je travaille avec telle entreprise. Donc ça, c'est une première proposition pour resserrer les mailles du filet, que l'inspection du travail ait à la fois une obligation à opposer à celui qui détache et une obligation simplement de déclaration, d'identification de l'entreprise, de celui qui récupère les travailleurs pour les faire travailler, qui les emploie. Très important. Voilà. Ça, c'est très important, c'est la double déclaration. Parce que les inspecteurs ne savaient pas, ils n'ont aucun moyen de savoir qu'il y a des entreprises détachées. Aujourd'hui, la seule obligation, c'est l'entreprise qui détache qui doit se signaler. J'arrive avec tant de travailleurs détachés qui vont travailler chez le propriétaire viticole un tel. Là, on demandera au propriétaire viticole de dire je reçois telle entreprise qui m'envoie des travailleurs détachés. Je ne les contrôle pas parce que c'est trop lourd. On ne demande pas de rentrer dans le détail. Mais voilà, je fais ma déclaration. Ça voudra dire s'il y en a un qui oublie de déclarer, l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, notamment celui qui rentre. Il est important que celui qui reçoit puisse déclarer. La double déclaration nous permet de resserrer les mailles du filet. Mais on va beaucoup plus loin, puisque l'on ne croit pas beaucoup à l'effectivité des contrôles, ou du moins à leur efficacité, et surtout ce que l'on considère comme carence, c'est qu'aujourd'hui, le seul contrôle possible,
il se fait par le biais de la coopération interadministrative entre États membres. Or, il y a des États membres qui traînent. Il y en a qui ont des politiques de détachement, en réalité. Ils sont bien contents que leurs travailleurs aillent travailler à l'extérieur. Voilà. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'inspection du travail. Donc ça veut dire que cette histoire de contrôle avec des bureaux de liaison entre les pays est totalement asymétrique. Entre une administration très structurée comme celle de la France et une administration comme celle de l'Irlande où il n'y a pratiquement pas de contrôle du travail, il sera très difficile pour les entreprises les mieux disposées françaises d'obtenir des informations sur une entreprise irlandaise. J'ajoute qu'il y a le phénomène de la viande de cheval. C'est-à-dire que nous développons aujourd'hui en Europe des traders qui ne sont pas dans aucun des deux pays. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui font commerce de main-d'œuvre. Les recrutent en Pologne pour les envoyer en France tout en étant dans un pays tiers. Donc les choses sont extrêmement complexes. Donc nous avons plutôt comme philosophie opté pour quelque chose qui pourrait être exemplaire et fort, c'est-à-dire assez dissuasif. La première chose, c'est que nous envisageons de demander à l'Europe la mise en place d'abord d'une traçabilité des travailleurs et à terme d'une carte de travailleur, comme il y a la carte vitale, dans laquelle tout travailleur pourrait être très rapidement contrôlé avec une puce électronique pour savoir s'il est bien déclaré chez lui. Parce qu'il y a aussi parmi ces travailleurs détachés des gens qui ne travaillent pas chez eux, c'est-à-dire qui sont des faux travailleurs détachés. Donc que l'on ait un minimum d'informations et en particulier sur son affiliation sociale. Sur son affiliation sociale dans son pays, sur le fait qu'il est payé chez les charges sociales et qu'il soit couvert socialement. Aujourd'hui, on ne peut pratiquement pas le contrôler. On reçoit des types, donc on ne paie pas les charges sociales, ça suffit, mais on ne les paie pas parce que justement, il est supposé être couvert, celui. Mais il ne l'est pas forcément. Alors, par rapport au droit du travail, au droit des accidents du travail, par rapport aussi, comment dirais-je, aux visites médicales, on est totalement dans le bleu avec ce type de personnel. On ne sait pas faire. Donc l'idée, c'est qu'à terme, il y ait quelques indications de cet ordre-là qui soient réactualisées, autrement on n'emploie pas. Bon, ça, c'est très ambitieux. Ce qui est moins ambitieux dans ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une liste noire des entreprises qui auraient produit des infractions ou qui ont été constatées en infraction et qui n'auraient pas acquitté des sanctions. C'est extrêmement fréquent aujourd'hui. Les sanctions ne sont pas suivies dans les pays d'origine. Donc on peut toujours prononcer une sanction très, très importante, une énorme amende. L'entreprise ne la paiera pas chez elle. Voilà. Donc l'idée, c'est d'émettre une liste noire européenne. Comme il y a une liste noire pour les compagnies d'aviation, tous ceux qui font commerce de ce genre de choses seraient sur une liste noire identifiable par toutes les inspections du travail, en particulier par la nôtre. Et donc ça serait des entreprises non grata, notamment pour répondre à des marchés publics, pour sous-traiter sur des marchés publics. Bref, mettre en place des dispositions d'exclusion, donc extrêmement dissuasives. Nous avons également... Nous suggérons également, et ce que nous demandons, c'est que le gouvernement français en fasse la proposition et qu'à défaut, il envisage de le faire à titre national pour éviter que son système de sécurité sociale soit mis en danger ainsi que son économie. Ce que nous suggérons également, qui est extrêmement important, c'est qu'il soit mis en place ou proposé à l'Union européenne un salaire minimum de référence de façon à ce que dans aucun pays, un travailleur détaché ne puisse être employé en deçà de ce salaire minimum de référence. Comme on n'est pas capable d'imposer à tous les pays l'existence d'un salaire minimum, on dit, dans le cadre du détachement, puisque c'est les travailleurs mobiles, c'est subsidiaire, c'est ceux qui se déplacent, on convient d'un salaire minimum de référence en deçà duquel l'entreprise, si elle l'emploie, est répréhensible. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on réglerait le problème des abattoirs allemands. On dirait en Allemagne, le salaire moyen est de temps. On considère qu'on ne peut pas employer des étrangers en deçà de tel seuil, tel salaire minimum de référence. Éventuellement, on peut le calculer aussi au niveau du secteur. Enfin, il peut y avoir. On fait cette proposition. On ne va pas dire, comme font souvent les Français, il faut que tout le monde ait le salaire minimum en Europe, si possible aussi élevé que le SMIC. On sait que ça ne passera pas. Donc on dit que par contre, s'agissant de travailleurs qui bougent et qui sont mobiles, il est de la responsabilité de l'Union de faire en sorte que des pays ne désarment pas socialement complètement sans avoir de salaire minimum et ne fassent pas des concurrences considérables à d'autres pays. Salaire net, enfin, on reste, voilà. Oui, mais ça, oui, bien sûr que c'est salaire, enfin c'est salaire net. Oui, c'est salaire net puisqu'on ne paie pas les charges sociales, de toute façon. Voilà. C'est salaire net puisqu'on ne paie pas les charges sociales pour les travailleurs détachés. Aujourd'hui, le salaire net, il va de 2 € à 7 € dans les abattoirs allemands. Ce sont des Bulgares et des Roumains qui sont employés. Il n'y a pas de salaire minimum, c'est parfaitement licite. L'idée, ça serait qu'on décrète que, on ne peut pas payer quelqu'un en deçà de, 13 € de l'heure, voilà, en Europe.
les travailleurs mobiles ne peuvent pas être payés en deçà. Et si on découvrait l'infraction, évidemment, on serait fondé à mettre en œuvre des poursuites. Voilà, ça c'est, je pense, une proposition assez forte. Nous demandons également qu'il y ait des possibilités de recours des organisations syndicales nationales quand ils constatent une situation qu'ils considèrent comme indigne. L'Union européenne nous dit les travailleurs mobiles peuvent faire valoir leurs droits. Je dis oui, enfin, les droits des esclaves, c'est toujours très compliqué à mettre en œuvre. C'est ce qu'ils nous ont dit à Bruxelles. À part une révolte, mais c'est très compliqué. Donc l'idée, c'est que l'on puisse signaler des situations d'indignité au travail, de dépassement des temps de travail, puisqu'il y a aussi des gens qui travaillent énormément, c'est-à-dire voilà, très très longtemps, et donc avec des salaires qui sont, par exemple, au salaire minimum français, mais le double du temps de travail, sans que ça rentre évidemment dans les heures supplémentaires. Donc voilà, nous demandons également qu'il y ait un moratoire de toute initiative législative européenne sur le cabotage routier, en l'absence de renforcement, préalable des règles sur le détachement des travailleurs. Cabotage routier, c'est véritablement assassin pour le secteur. Ça voudrait dire que même sur des transports intérieurs nationaux français, nous aurions la possibilité de recours à des main-d'œuvre extrêmement bon marché, et donc ça peut nous créer énormément de problèmes. Donc voilà, chers collègues, la tonalité de ce rapport. Je crois que les propositions sont fortes, inédites. Nous disons donc au gouvernement que si les articles 9 et 12 ne sont pas adoptés en l'état que nous souhaitons, nous, la France, il faut que la France vote contre. Parce que ça serait régressif. Il vaut mieux en rester à la directive précédente. Voilà. Deuxièmement, nous proposons au gouvernement de demander à l'Union européenne de réouvrir un dossier sur ce sujet, qui n'est pas simplement le dossier détachement, en considération de l'ampleur du phénomène aujourd'hui et du fait qu'il devient un outil d'optimisation sociale, de concurrence intérieure illégale et d'assèchement des comptes sociaux nationaux. Et que ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc demander une proposition législative de la Commission sur ces sujets, beaucoup plus forte que les directives détachement, et sans préjudice des directives détachement qui correspondent à un des aspects du problème. Mais pas au seul, puisque non seulement elles peuvent être contournées, mais en plus, même quand elles ne le sont pas, nous nous trouvons dans des situations très déséquilibrées. Et le troisième sujet, c'est à partir de propositions qui dépassent ce qu'il y a dans la directive détachement aujourd'hui, si le gouvernement n'a pas, et si la Commission européenne ne réagit pas et ne met pas à l'agenda à l'agenda de travail de l'Union, ce type de propositions nouvelles, c'est de prendre des mesures de sauvegarde nationale telles que nous avons évoquées. C'est-à-dire que si l'Union européenne n'accepte pas de faire ce qu'on lui demande ou ce que l'Assemblée nationale française lui suggère au plan européen, c'est de le mettre en place de façon unilatérale au plan français. Probablement avec quelques problèmes juridiques sur la liberté de circulation des travailleurs, mais je crois qu'il faut poser le problème de façon extrêmement lourde, parce que nous sommes loin aujourd'hui simplement du concept édénique de liberté de circulation. Ce sont des trafics de travailleurs. Il faut bien le dire, des trafics de main-d'œuvre. C'est du négoce de main-d'œuvre. Voilà. Et probablement, ça on ne le sait pas bien, avec des profits très importants, parce que, évidemment, comment dirais-je, on a également des travailleurs qui sont des travailleurs au tarif du pays d'origine qui sont embarqués dans ces effectifs-là sans qu'on les contrôle. Donc voilà, mes chers collègues, ce que l'on vous propose. On a beaucoup travaillé. On a eu le souci d'envoyer un message fort à tous ceux qui sont venus nous manifester une inquiétude très importante. Les secteurs du BTP, je vous l'ai dit, et les secteurs de l'agriculture, un peu moins, parce que ça correspond parfois à des manques et des pénuries de main-d'œuvre. Il est très important de ne pas connoter, évidemment, la moindre xénophobie. Je pense que c'est le sentiment de personne ici, mais on ne peut pas laisser se déréguler complètement un système économique et social, et laisser se déréguler par des gens que l'on ne rend pas plus heureux par ailleurs, c'est-à-dire comment dirais-je, qui sont victimes de trafics notoires. Voilà à peu près la tonalité de la résolution qu'on vous demande de prendre. Alors, si vous voulez, je vous la lis mot par mot. Peut-être pas, parce que ça fait un petit moment déjà que